sensibilisation, première action de sécurité. Alors, tout d'abord, effectivement, Alexandre le disait, vos collaborateurs sont le premier maillon de la chaîne. Ils sont les premiers niveaux de défaillance, mais aussi le premier niveau de protection de votre entreprise. Pour ce faire, vous avez proposé sur Internet tout un tas de kits qui existent, mis à disposition par l'ANSSI, par la CNIL, la police nationale, depuis 2 ans maintenant, cybermalveillance.gouv.fr, qui propose tout un tas de kits. Alors, ce qu'on fera, c'est que toutes les URL, là, il y a tout un tas de choses qui existent. On va vous fournir On après, les diffusera. on les Ouais, diffusera tout à sur fait. LinkedIn, sur les réseaux. Vous les aurez à disposition pour retrouver tous ces éléments-là. Donc voilà, ça, c'est du matériel gratuit qui existe. Selon les domaines dans lesquels vous travaillez, si vous travaillez par exemple dans le domaine de la santé, il suffit de se rapprocher de l'ARS régionale. Ils ont tout un kit supplémentaires qui sont très intéressants. Vous prenez par exemple l'ARS des Pays de la Loire, met à disposition gratuitement sur Internet pour tout le monde toutes ces fiches de réponse à incidents en termes de cybersécurité. C'est très instructif et vous avez déjà énormément d'éléments disponibles pour travailler et pour sensibiliser vos utilisateurs. Il y a une petite remarque que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est selon vous, quel est le meilleur endroit pour parler d'hygiène? Eh ben, vous pouvez essayer éventuellement de mettre vos posters, vos différentes choses dans les toilettes. Et oui, effectivement, on est sur un temps où on ne sait pas forcément quoi faire à ce moment-là. Si vous mettez de l'affichage, vous pouvez être sûr que les gens ils vont prendre le temps de le lire et au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont rentrer dans les esprits. Je me permets une petite page publicitaire. On a effectivement d'autres outils complémentaires. Par exemple, là, je vous parle de BICE, qui est l'outil que propose Allemande pour la sensibilisation des collaborateurs. Dans le cadre du Covid, on a une offre qui permet de disposer d'un certain nombre de modules de sensibilisation gratuits pour les salariés sur une période de 3 mois. Et cette offre-là, elle est valable jusqu'au 15 juin. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à aller sur le site de notre entreprise. Vous trouverez tous les éléments. Donc, une fois la sensibilisation de vos collaborateurs réalisée, on va continuer, s'il te plaît, Reda. Il va falloir se poser la question de comment limiter la propagation d'une attaque, segmenter, contrôler les usages et les différentes activités. Alors, comment ça va se passer? Vous avez plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'une part, vous avez tout un tas d'usages au niveau de vos systèmes, mais aussi tout un tas de personnes au niveau de votre organisme qui vont intervenir. Vous avez les administrateurs, les supports, les différents usagers, les connexions Internet, les clients, les prestats, vos métiers, bien sûr les administrateurs. Et toutes ces personnes-là vont avoir des niveaux d'habilitation différents sur vos systèmes. Alors vous pouvez, le choix classique au tout départ quand on crée son système, c'est d'avoir tout le monde dans le même panier. On se rend vite compte que, alors, on n'est pas non plus à vouloir forcément séparer les informations en termes de confidentialité, mais la problématique, c'est que rapidement, un pirate qui se connecte au travers d'un poste utilisateur, d'un usager qui aurait cliqué par l'intermédiaire d'un phishing, par exemple, va pouvoir, si le réseau est à plat, si les activités ne sont pas séparées, récupérer très rapidement des accès administrateurs sur les différents systèmes et avoir accès à l'intégralité de votre système d'information. Mais il en va de même pour les prestataires. Des prestataires qui se connecteraient depuis l'extérieur sur vos systèmes, si eux-mêmes se sont fait pirater, vous pouvez vous retrouver confronté à des fuites de données par cet intermédiaire-là. On a un exemple typique sur les attaques par l'intermédiaire de prestataires avec ce qui s'est passé typiquement chez Fleury Michon il y a 2 ans, où c'est une attaque par l'intermédiaire d'un prestataire qui a eu lieu. Donc, c'est des points sur lesquels l'ANSSI nous met en vigilance de plus en plus. Il faut travailler en partenariat avec ses fournisseurs, c'est indispensable, mais il faut aussi segmenter les rôles de chacun. Et donc, au niveau des usages, effectivement, vous avez par exemple la police nationale et l'ANSSI qui proposent des guides pour rédiger des chartes utilisateurs qui sont donc indexés au règlement intérieur pour être opposables d'un point de vue juridique. Vous avez aussi tout un tas de fiches mémo sur la sécurité des usages professionnels et particuliers pour séparer ces usages. Il n'est pas forcément de bon ton, par exemple, d'avoir les mêmes équipements pour le bureau et pour la maison. Donc, typiquement, votre ordinateur professionnel, vous ne devez pas le confier à votre enfant pour qu'il puisse jouer sur un temps où vous êtes en attente dans le train, par exemple. Ça ne paraît pas adapté en fonction des différents sites sur lesquels il peut aller, qui sont susceptibles
de disposer de malware ou de différents logiciels qui pourraient être malencontreux pour votre entreprise. Donc, ensuite, les mots de passe. Ça, c'est un niveau de bataille important. Donc, selon vous, pourquoi les mots de passe doivent-ils être si compliqués et uniques? Parce que alors ça, c'est vraiment la guerre des guerres. C'est insupportable pour tout le monde. Et malheureusement, il y a une raison intrinsèque sur le fait qu'il faut qu'ils soient compliqués. Alors, du coup, comme vous êtes nombreux, je vais vous donner directement la réponse. Avant ça, je vais vous rappeler quelques chiffres. Donc, typiquement, donc là, c'est des chiffres qui datent de l'an passé, en 2019. On avait eu une nouvelle collection qui avait été mise à disposition dans la nature de login mot de passe. Donc là, on parlait, c'était la collection 1 sur 5. Il y avait dans cette collection 1 772 millions d'emails et 22 millions de mots de passe dans la nature. Et donc, on parle de 1,1 milliard de combinaisons uniques, ce qui est absolument énorme. Donc là, vous avez un outil qui est très très simple. Vous avez l'adresse qui est proposée là sur le site internet. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir tester une adresse email et le site en fait va regarder dans toutes les bases de données qui ont été identifiées, hein, où il y a des combinaisons d'emails de mots de passe, si votre email apparaît. Et du coup, vous serez prévenu si effectivement il y a nécessité ou pas de changer vos mots de passe, voire même ce qui est conseillé, c'est carrément de changer d'email, ce qui n'est pas toujours facile, mais déjà un minimum de changer de mot de passe. Sachez que pour votre organisme, il vous est possible sur ce site d'enregistrer votre nom de domaine. Donc, il va falloir démontrer que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine. Mais ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir du coup superviser l'apparition d'adresse mail du nom de domaine de votre entreprise dans ces fichiers-là. Et donc, si un nouveau fichier venait à apparaître, vous recevriez une alerte par mail vous disant que telle adresse mail et telle adresse mail se sont retrouvés dans des fichiers qui contiennent des différents mots de passe sur le black market, et ça vous permet d'agir au plus près, au plus rapide auprès des salariés pour changer les mots de passe et les moyens de connexion à distance. Donc, vas-y, voilà, très bien. Du coup, pour faire ceci, alors, je vais revenir sur la complexité des mots de passe rapidement pour vous expliquer pourquoi on attend à ce qu'ils soient si complexes. La problématique n'est pas tant de se protéger sur les différents types d'attaques qu'il y a sur les mots de passe. Vous allez avoir, par exemple, des keyloggers en fait, qui vont enregistrer votre frappe au clavier au moment où vous tapez votre mot de passe sur votre ordinateur. Alors, il est évident que dans cette situation-là, votre mot de passe, il peut faire 64 caractères et ressembler avec que des chiffres aléatoires. Si quelqu'un capte directement votre frappe au clavier, bah, il aura directement les caractères, donc ça n'a aucune importance. Vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4, ce serait exactement pareil. Là où ça commence à avoir son importance, c'est que votre mot de passe, il va être stocké dans une base de données sur différents serveurs, sur différents sites web. Et en général, ce sont ces bases de données-là qui sont attaquées par les pirates. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des attaques brute force sur ces mots de passe pour essayer de les retrouver. Donc, en passant, ils ont ce qu'on appelle des rainbow tables, des tables qui sont préétablies avec des mots de passe chiffrés typés, parce qu'en règle générale, en fonction des hashages qu'on utilise, un mot de passe, quand on va le mettre en base de données chiffré, haché, va retrouver quelque chose d'un semblant de naturel, et ils vont tenter des attaques par dictionnaire pour trouver toutes les combinaisons possibles. Donc, plus votre mot de passe est compliqué, et plus ces attaques-là vont prendre du temps. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que votre mot de passe puisse être en capacité de résister à une attaque de ce type-là, et que si votre mot de passe il est capable de résister, admettons, 3 mois sur une attaque de ce type-là, ça voudrait dire qu'il faut le changer tous les 3 mois. Donc, par exemple, si vous prenez les recommandations de l'ANSSI ou de la CNIL, qui sont sur des mots de passe qui sont à partir de 8 à 10 caractères, voire même aujourd'hui, on met pour des administrateurs plutôt du 12 à 20 caractères. On est sur des mots de passe qui ne peuvent pas être craqués avec les technologies qu'on a aujourd'hui, en tout cas, avant 5 à 6 ans. D'ici là, vous aurez largement le temps de les changer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur des changements de mot de passe, souvent sur les systèmes d'information qui tournent entre 3 mois et 1 an selon la sensibilité des informations qui sont accédées. Néanmoins, la multiplicité de ces mots de passe nécessite d'utiliser quand même des solutions qui sont un peu plus adaptées. Donc, le mieux, c'est d'utiliser justement des solutions de gestion de mots de passe. Il en existe tout un tas. Il y a des gratuits. Vous prenez par exemple KeePass qui est labellisé par l'ANSSI. Vous trouvez d'ailleurs pour KeePass également
des logiciels sur téléphone portable qui permettent d'avoir une compatibilité avec ceci, qui vous permet de trimballer vos mots de passe un peu partout de façon sûre dans un coffre-fort. Et vous avez aussi, bien sûr, d'autres logiciels qui existent. Donc là, j'ai cité KeePass, il y a OnePassword, LastPass, Dashlane. Le mieux, c'est de les tester. Ils fournissent en général des temps d'usage qui permettent de voir celui qui vous convient le mieux. L'avantage de KeePass, c'est qu'on en a une certaine maîtrise, qu'il est reconnu et qu'on peut l'utiliser en mode, je dirais, en inter-entreprise sans avoir un recours à une base de données qui est à l'extérieur. Après, de plus en plus, les prestataires de logiciels de gestion de mots de passe proposent de plus en plus de pouvoir avoir le gestionnaire de mots de passe intégré et embarqué au sein de l'entreprise pour que ce soit l'entreprise qui en ait la responsabilité en termes de sécurité. Alors, euh, on sort, là, on n'est pas encore sorti du Covid, mais on commence à parler de vaccins. Je dirais que pour le reste, est-ce que vos vaccins sont-ils à jour? Alors, la plupart d'entre vous, vous me direz que, en tout cas, pour vos enfants, vous avez dû faire le suivi, c'est globalement obligatoire. Pour vous, vous avez peut-être du retard, mais globalement, vous êtes plutôt à jour aussi. Et donc, la question, c'est, et vos serveurs, eux, sont-ils à jour? D'ailleurs, je dis les serveurs, mais ça ne concerne pas que les serveurs. Ça concerne bien sûr aussi les postes de travail et puis tous les équipements informatiques finalement que vous utilisez dans votre système d'information. Donc, pour ce faire, vas-y s'il te plaît, passe au slide suivant. Je vais vous rappeler quelques chiffres et un petit retour dans le passé. 2017. En mars 2017, Microsoft publie un patch qui paye pas de mine comme ça, mais qui permet de couvrir un certain nombre de niveaux de sécurité parce que c'est un patch qui couvre une vulnérabilité au niveau du système qui permet de transmettre des fichiers sur un système cible qui est dans le même réseau sans passer par une phase d'authentification. Le patch est publié en mars 2017. Et donc, le 12 mai 2017, on a WannaCry, qui est l'un des premiers ransomware qui a diffusion massive, qui utilise cette vulnérabilité pour se propager au travers des systèmes. Donc là, on parle de 200 000 PC qui sont impactés, 150 pays, des rançons qui vont de 300 à 600 $, 7 jours pour payer la rançon, donc des choses assez courtes. Il y a 174 victimes qui ont payé, en tout cas pour celles qui ont été reconnues, donc ça représente 42 352 €. En l'occurrence, Microsoft a dû publier un patch pour Windows XP qui n'était déjà plus maintenu depuis 3 ans parce qu'il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient critiques et qui utilisaient encore Windows XP. On peut vous parler par exemple, les distributeurs de retrait de cartes bancaires encore récemment étaient sur Windows XP. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à patcher, et puis il y en a d'autres où ça a été beaucoup plus long, parce que les parcs sont très très importants, très longs, et donc ils se sont dit, ok, la première vague est passée, on est tranquille, et donc, bon, maintenant que c'est passé, que c'est terminé, on va quand même patcher, mais on va prendre notre temps. Manque de bol, il y a NotPetya qui est arrivé quelques mois plus tard, et qui est exactement basé sur la même chose. Et donc, on a eu cette deuxième vague réutilisant exactement la même vulnérabilité. Et donc là, on a plus de 2000 entreprises infectées. On parle aussi de 150 pays. Et pour Saint-Gobain, si vous vous souvenez, on avait 250 millions d'euros de perdus sur les ventes et 80 millions d'euros sur son résultat d'exploitation, ce qui est considérable. Et donc là, c'était un virus qui était basé sur un autre ransomware qui datait de 2016. Et donc là, la plupart des entreprises qui, elles, avaient patché leur système Microsoft n'ont pas du tout été impactées. D'où l'importance de suivre les mises à jour proposées par Microsoft, entre autres, mais c'est valable aussi pour tous les autres systèmes, que ce soit du Linux, du Mac aussi, et tous les autres. Et donc de mettre à jour ces systèmes au fur et à mesure que ça vous est proposé. Et donc, au niveau de ces mises à jour de composants, je vous propose les points suivants en fonction de votre maturité. Moi, ce que je préconise au tout début, c'est que pour tout ce qui est poste de travail et appareil mobile, donc appareil mobile, je pense aux tablettes, aux téléphones mobiles, etc., c'est de mettre des mises en place de mises à jour automatiques. On va me rétorquer, oui, mais pour certains usagers, des fois, il y a des problèmes sur les mises à jour et ça impacte leur travail et ils sont bloqués une journée. Alors, globalement, ce qu'on constate, c'est que ça coûte moins cher d'avoir un ou deux postes de disponibles en backup au cas où,
pour ces cas-là, que de devoir se retrouver avec un ransomware qui est publié, diffusé massivement parce qu'on n'a pas mis à jour assez vite. Et très souvent aussi, en fait, après, quand on va monter en maturité, on va identifier ces postes qui sont un petit peu critiques. Et dès lors, il sera possible éventuellement de faire des mises à jour par vague. Mais si vous n'avez pas de mise à jour aujourd'hui, en tout cas de processus de mise à jour au sein de votre organisme, commencez par mettre en place des mises à jour automatiques et progressivement, vous irez vers des mises à jour par vague qui demandent quand même un peu plus de structuration. La mise à jour automatique, elle est à concevoir et à imaginer dès la conception. Je vais vous donner un exemple. Vous prévoyez de déployer une nouvelle plateforme web avec votre site internet. Si vous n'avez pas prévu de pouvoir mettre à jour les différents éléments dessus en automatique au niveau des serveurs, vous allez très vite vous retrouver avec 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Et à ce moment-là, au moment où vous allez devoir faire des mises à jour majeures, vous allez vous retrouver coincé parce que ces mises à jour n'étant pas prévues dans le processus de développement, l'équipe de dev va vous dire: ah mais non, c'est pas possible parce que si on met à jour, il y a telle fonctionnalité qui marchera plus et donc au niveau métier, ça sera cassé. Donc ça fait partie des prérequis à avoir au moment de la conception et de vos demandes sur tout développement ou sur toute intégration. Il faut prévoir que les mises à jour puissent être poussées dans des temps records parce qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Pour les serveurs historiques, donc justement ces derniers, ceux qu'on ne peut pas mettre à jour comme ça, soit parce qu'ils sont tellement vieux que de toute manière il n'y a plus de mise à jour possible, ça n'existe plus, hein. On trouve encore du novel netware dans les cartons, si, je vous assure. Et ben dans ces cas-là, on fait des tests, des études au cas par cas, on les isole autant que faire se peut. On les met dans des endroits où ils ne peuvent pas être atteints directement, derrière des firewalls, derrière des WAF. On met tout un maximum de protection pour faire en sorte que l'attaque ne puisse pas atteindre le serveur. Donc forcément, ça coûte plus cher à entretenir, ça coûte plus cher à mettre en œuvre. Mais si après tout vous les avez encore, c'est qu'ils correspondent à un pan de votre métier qui est indispensable. C'est particulièrement vrai sur certains secteurs, je dirais que je qualifie d'industriel, mais c'est valable pour la santé aussi, avec toutes ces machines, outils, hein, qui utilisent des systèmes Windows, pour beaucoup qui embarquent encore du Windows XP malheureusement, et où là, les mises à jour sont plus possibles. Donc il faut absolument les isoler du reste parce que on trouve encore des vulnérabilités qui sont encore actives sur ces systèmes-là et qui ne seront jamais corrigées. Et donc surtout, surveiller les alertes et les avis du CERT-FR. Euh, Là, globalement, il y a eu une vague d'attaques récentes où les personnes qui avaient suivi les avis du CERT-FR avaient eu les premières alertes au mois de décembre, comme avec les premières recommandations qui étaient liées à ce type de vulnérabilité. Et ceux qui ont reçu les alertes du CERT quelques mois plus tard ont eu 24 heures, enfin un peu moins de 12 heures pour mettre en place les contre-mesures. Et pour les autres, c'était déjà trop tard. Et donc, si vous surveillez ces alertes-là, alors les alertes, au départ, je disais, c'est pas compliqué. Il y en a une par mois. C'était sur 2019. L'an passé, on en a eu à peu près 12-13, je crois. Bon, cette année, on en a 12 par semaine. Alors, j'exagère à peine, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, ce qu'il faut faire le plus simple, nous, ce qu'on a mis en place dans différentes entreprises, c'est de récupérer en fait le CERT-FR propose il publie en fait ses alertes directement sur son site web sous forme de flux RSS. Vous prenez n'importe quel outil qui permet de transformer les flux en RSS en alerte mail, qui va faire une passe une fois par jour ou une fois par semaine en fonction du rythme que vous voulez intégrer ces alertes. Vous les faites envoyer par mail à l'outil d'infogérance de l'équipe IT, donc l'outil de ticketing, ou au mail support interne de l'entreprise qui est utilisé. Et eux, dans leur process de gestion des demandes, gestion de tickets, ils vont traiter ça avec une petite fiche réflexe pour regarder si dans les alertes, il y a les équipements clés de l'entreprise qui sont concernés, notamment, je pense, à tous les équipements qui sont en périphérique, les firewalls, les systèmes d'interconnexion distance, etc. Comme ça vous permet de réagir dans les meilleurs délais. Et puis, bien sûr, continuer à surveiller. Là, par exemple, le mardi dernier, on a eu le Tuesday Pack de Microsoft. Là, on a quand même 113 vulnérabilités corrigées, dont 13 critiques. Je vous engage très, très fortement à faire vos mises à jour très, très rapidement. Il y a de fortes probabilités pour que les pirates aient déjà désossé ces mises à jour pour voir comment ils pouvaient exploiter ces vulnérabilités.
Et donc, en dernier recours, je fais quoi? Alors, vas-y, envoie la suite. On va laisser la main du coup à Alexandre. Allez, C'est vas-y, parti. Alexandre. Merci Joël. Allez, vas-y. Du coup, les sauvegardes. Il faut appliquer la règle du 3-2-1 pour les sauvegardes. Donc, disposez de 3 copies de vos données au moins. Donc, vous avez euh, vos données principales sur votre ordinateur et il faut les sauvegarder au moins 2 fois. Stocker ces copies sur 2 supports différents et, et bien sûr conserver sur une copie de la sauvegarde hors site. Tout ça pour bien sauvegarder vos données et pouvoir les restaurer facilement. Bien sûr, il faut faire des tests de restauration régulièrement. Il se peut que les sauvegardes n'aient pas fonctionné ou il manque quelques informations dans la sauvegarde et là, vous allez perdre vos données. Merci. Voilà. Et surtout, pas oublier les machines type Oui, chaîne pardon, automatisée, les automates, ça c'est super important. Ok. les sauvegarder. Tes Les bases de conseils et données. tes recommandations à court terme du coup? Du coup, activer la double authentification. Tout à l'heure, Joël parlait des mots de passe. C'est suffisant sur certaines applications, mais là, de plus en plus, vous allez utiliser des applications en mode SaaS, Microsoft 365, Salesforce, des outils de gestion de projet. Activer la double authentification dès la mise en place de ces logiciels. En Et plus, d'ailleurs, Office oui, 365, c'est en 3 clics, hein, c'est ça? c'est ça, oui. Nous, pour Bretagne Télécom, on l'a fait en une après-midi. On a prévenu tous nos collaborateurs et on a appliqué. Et on pensait avoir des retours sur l'utilisation d'applications sur les GSM personnels. On n'en a pas eu. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de ticket au niveau du support. On était assez satisfaits. Voilà. C'est globalement vraiment la double authentification aujourd'hui. Google avance que ça permet de se protéger de 99% des cas de phishing. C'est-à-dire que typiquement, dans le principe du phishing, vous allez cliquer sur le mail et donner votre login mot de passe souvent à du coup un pirate. Et donc lui, s'il va l'utiliser derrière et que vous avez mis du MFA, ça ne va pas fonctionner. C'est là auparavant où on avait effectivement tous ces outils, hein, ces ERP, ces exchanges, ces gestions de mails qui étaient en interne entreprise, derrière les pare-feux, qui étaient bien protégés, accessibles que depuis l'intérieur. Aujourd'hui, ils sont exposés sur Internet. Ça veut dire qu'ils sont accessibles depuis n'importe où sur Internet. La double authentification, malheureusement, les prestataires tels que Microsoft ne le proposent pas par défaut à l'installation. Vous devez le configurer, mais ça prend vraiment très peu de temps et je crois que c'est peut-être de toutes les recommandations qu'on a là aujourd'hui, c'est peut-être la plus importante à activer pour réduire fortement les attaques sur vos systèmes. Merci Joël. Activez bien sûr les antivirus sur vos ordinateurs. On est sur Windows 10. L'antivirus est assez bien noté. Il faut l'activer par une règle dans votre Active Directory pour pas que l'utilisateur final puisse le désactiver. On voit ça régulièrement et du coup on se retrouve avec un parc avec des antivirus désactivés. Du coup, il faut vraiment l'activer par défaut et empêcher la désactivation. Ensuite, on a limité les connexions depuis certaines régions. Par exemple, sur tout ce qui est accès distant à votre système d'information, par exemple de la VDI. On a limité à certaines régions d'Europe. On n'a pas besoin d'autoriser nos collaborateurs de se connecter depuis la Chine ou depuis la Russie, depuis les États-Unis. Du coup, on a fait ça en périphérie de notre système d'information. Sur nos firewalls, on a limité à des régions et sur certaines applications uniquement sur la France. Et ensuite, utilisez un VPN si vous avez besoin de vous connecter depuis l'extérieur. Ça ajoute une sécurité.
Joël hier me faisait remarquer que utiliser un VPN, oui, mais depuis un ordinateur certifié par l'entreprise. En fait, on va activer le VPN sur l'ordinateur personnel, mais l'ordinateur personnel ne va pas être sécurisé selon les normes de l'entreprise. Du coup, il va être, cela va possiblement être un facteur de diffusion de virus. Du coup, configurer le VPN, mais limiter aussi les connexions depuis ce VPN-là. Effectivement, on a vu pendant le Covid, au moment où on est tous passés en confinement, il y a eu un accroissement massif du passage en télétravail et beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à ce type de fonctionnement en distance et donc ne disposaient tout simplement pas des équipements requis en masse, en nombre suffisant pour leurs salariés. Donc ils sont passés, on va dire, en mode réduction du mode de sécurité où on s'est dit bah tiens on va utiliser l'ordinateur personnel de l'employé pour qu'il puisse continuer à travailler à distance. Donc là on arrive sur un premier couac. Le deuxième ça a été effectivement de configurer des VPN sur ses postes personnels qui étaient utilisés par ailleurs dans la maison par des enfants ou des ados qui, eux, de leur journée, n'avaient pas forcément grand-chose à faire aussi à certains moments, donc ont pu profiter aussi de ces moments-là pour, par le passé, peut-être aller sur des sites internet en ligne qui proposaient des petits jeux vidéo ou autres qui sont en général bourrés de malware. Pareil, si vous avez des mauvaises habitudes à la maison de pirater un petit peu de films ou autres, là, c'est souvent bourré de choses aussi. Et donc là, du coup, ça remonte très, très vite dans les tuyaux jusqu'à l'entreprise et ça devient une vraie catastrophe. On en revient vraiment à la séparation des usages entre le personnel et le professionnel et il faut vraiment, vraiment s'y tenir. C'est clair. Merci. Et si on passe sur les recommandations à moyen terme, voire à long terme? Donc, c'est mes recommandations parce que ça va prendre un peu plus de temps. Tout à l'heure, Joël parlait de la cartographie. Faites une cartographie pour connaître ce que vous avez à l'intérieur de votre système d'information et ce qui est publié sur Internet. Ensuite, quand vous allez avoir fait votre cartographie, vous allez pouvoir faire des pen tests ou des tests d'intrusion pour vérifier que votre système d'information n'a pas de faille de sécurité. Et ensuite, également, mettez à jour vos environnements, les serveurs, vos postes de travail, vos antivirus, tout votre système d'information. Merci. Parfait. Donc, le fin mot, ça va être que finalement, comme je vous disais, les pirates ont toujours un coup d'avance, ou en tout cas, si on prend de l'avance sur eux, ils en regagnent rapidement. Donc, vous devez améliorer régulièrement et constamment votre niveau de sécurité. Hein. Vous devez aussi, vas-y, tu peux me dérouler tout le slide, comme ça on le rend en entier. Voilà, tout. On vous invite fortement à nommer un pilote et puis de lui donner les moyens. Il faut que vous ayez quelqu'un dans l'entreprise qui va un peu piloter tout ça. Alors on parle souvent du RSSI. Si vous êtes une entreprise avec une dominante de traitement sur les DCP, vous pouvez aussi mettre en avant le DPO, donc le délégué à la protection des données personnelles. Il faut impérativement que ce soit un travail collaboratif. Donc, il faut intégrer les collaborateurs, les clients et aussi ses fournisseurs dans la démarche. La relation qu'on a avec les fournisseurs, en général, elle peut être même parfois très fusionnelle, avec une interdépendance. Tout le monde a la nécessité de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, quand vous rentrez dans votre démarche d'aller vers la sécurité, il faut en parler à vos clients, à vos fournisseurs, qui pourront soit vous donner aussi des astuces de leur côté, des recommandations, mais aussi tout simplement à travailler en bonne entente pour que ça s'améliore en même temps et en parallèle. Il y a des très bons clubs, associations sur vos différents secteurs. Si vous êtes du côté de Rennes, il y a des très bonnes choses qui se développent. Vous avez ADN Ouest qui est présent, bien sûr, sur Nantes et Rennes, qui développe de plus en plus son réseau cyber avec de plus en plus d'ateliers. Là, depuis peu, on a aussi des podcasts qui sont présentés par l'association. On a de plus en plus d'associations, même parisiennes, qui maintenant publient de plus en plus sur Internet. Vous avez le Césin,
allez auprès de ces gens-là qui vont encore vous donner de l'information et qui vous permettront de rencontrer d'autres entreprises de même type d'activité ou rapprochantes et qui vont vous permettre de vous améliorer. Et puis enfin, je dirais mon conseil, prenez un conseil, faites-vous accompagner parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre métier. Et puis finalement, que ce soit votre hébergeur, votre infogéreur ou votre cabinet de cyberconsultant, nous, c'est notre métier. Et donc, parfois, plutôt que vous passer dans la mélasse pendant plusieurs jours, en une après-midi, on peut dégrossir un certain nombre de choses et vous permettre de prendre la bonne direction. Donc voilà, continuez d'améliorer régulièrement votre niveau de sécurité. Ça va être indispensable, on ne peut plus y échapper malheureusement et vraiment à prendre en compte à tous les niveaux.